Il y aura des surprises, tant mieux. Voilà. Je suis Pénélope Boeuf, fondatrice de l'agence La Toile, cette agence de communication qui fait passer votre entreprise de statut d'entreprise à marque. Et dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous écoutez sur une plateforme d'écoute ou que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Olivier Marpeau, aka Mon Gynéco. Olivier Marpeau, aka Mon Gynéco, sur Instagram est le gynéco des réseaux sociaux, suivi par près de 1 million de personnes. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il y a toujours une femme qui est derrière cette caméra et qui lui pose des questions que toutes les femmes se posent et qui y répond de façon courte, efficace, rapide. Donc tout ce qui est prévention, sensibilisation, c'est lui, tout en vulgarisant. Quand j'ai dit que je recevais mon gynéco, tout le monde m'a dit ton gynéco. Non, j'ai dit mon gynéco. Quoi, ton gynéco? Oui, mon gynéco. Ah, mon gynéco. Oui, bon, mon gynéco. Il m'a dit attends, mais le mec trop beau, trop sympa, qui rassure pas du tout, comme tous les médecins d'ailleurs, mais qui dit toutes les choses qu'on veut entendre. Oh, waouh! Olivier, bonjour. Salut Pénélope. C'est vraiment ça. J'ai dit, je reçois mon gynéco. Bon, ils ont rien compris au début du mon gynéco. Et ils m'ont dit, non, mais attends, il fait trop flipper. Parfois, il dit des trucs trop flippants. Et j'ai dit, mais c'est comme tous les médecins. Oui, mais quand même, lui, parfois, il fait flipper. Mais c'est vrai qu'il dit la vérité. Est-ce que c'est vrai que... Enfin, non, c'est pas... Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Comment ça se fait que tous les médecins fassent flipper? Alors, je peux pas parler pour tous les médecins. Moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas, c'est d'être assez cash, d'être vrai, mais en même temps, de ne pas inquiéter et d'essayer de rassurer, tout en racontant la réalité. Faut rien cacher. Qui fait peur, de fait? Pas forcément. Moi, je trouve que la vraie information, et notamment en médecine, c'est rassurant, je pense, pour les gens de savoir vraiment... Parce que quand on a l'impression qu'on nous cache quelque chose, oui, là, ça fait flipper. Non, mais vous avez un truc, les médecins, et c'est pas toi, c'est tout le monde. Hein. Moi, j'ai un copain qui est urologue. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec les urologues et tout. Quand je lui dis, j'ai un pépin là au bras ou je sais pas quoi... Et là, oui, non, mais t'as potentiellement un cancer, ouais. Je suis d'accord avec potentiellement un cancer. Et en fait, c'est un fait, tu vois. Alors nous, notre truc, c'est quand même les maladies. Oui. Notre quotidien, c'est quand même les maladies. C'est quand même de faire des diagnostics, de proposer des traitements et d'accompagner les gens dans ces maladies. Après, les maladies, il y en a des plus ou moins graves. Mais du coup, tu t'es mis une barrière, comme tous ces médecins, vous êtes mis des barrières. T'es toujours... Est-ce que t'arrives encore à être sensibilisé par toutes ces maladies et ce monde horrible Enfin, tu vois, c'est difficile. J'imagine que tu dois annoncer des choses... On ne peut pas être complètement détaché. Donc, forcément, parfois, je m'identifie à la patiente qui est en face de moi ou à son mari qui l'accompagne parce que c'est des choses qui me parlent et je me dis que ça peut arriver aussi à des gens qui me sont proches. Donc, on ne peut pas complètement se détacher de ça. Mais on doit essayer de le faire et d'expliquer les choses objectivement tout en s'adaptant à la personne qu'on a en face de nous. Je ne parle jamais de la même manière à 2 patientes différentes au cours de ma consultation. J'essaie à chaque fois de m'adapter. Il y a des femmes que je reçois en consultation qui ont besoin d'entendre des trucs cash, forts, qui demandent une vérité très carrée, et d'autres qui n'ont pas envie de savoir et avec qui, bien sûr, il faut prendre plus de pincettes. Il y en a qui n'ont pas envie de savoir. Ouais, il y en a qui n'ont pas envie de savoir. Il y a des femmes qui n'ont pas envie, pas envie de venir en consultation, déjà. Bon, la consultation de gynécologue, chez le gynéco, c'est un peu particulier, mais qui n'ont pas envie d'aller chez le médecin en général, par peur qu'on leur annonce des trucs. Il y a des femmes qui n'ont pas envie de faire de mammographie, parce que peur de découvrir. C'est un peu le syndrome de l'autruche. Mais il y en a qui viennent et qui disent « Ok, si vous voyez un truc, me dites pas ». Ça arrive, ou qui me regardent tout l'examen, qui disent rien, et qui à la fin me disent c'est bon, ou qui essayent d'analyser mon visage. Pendant que je fais l'examen, elles regardent ma tête, elles osent rien me demander, et à la fin, quand elles se rhabillent et qu'elles reviennent, elles disent alors vous avez rien trouvé? Et moi je dis non. Ah, parce que vous avez fait une drôle de tête quand vous m'avez palpé le sein gauche. Non, je vous jure, il n'y a rien. Donc oui, il y a de l'inquiétude. Et notre boulot, c'est en même temps d'être vrai et cash, encore une fois, pour pas cacher des choses aux femmes qu'on a en face de nous, et en même temps de rassurer, et même parfois quand on annonce des choses très difficiles, comme des cancers par exemple, toujours essayer d'être positif, parler des chances de guérison, et pas forcément des autres, des traitements, de dire qu'on est là, qu'on va accompagner, et sur les annonces de consultation, des consultations difficiles, sur les annonces de cancer, ça prend souvent du temps, et une consultation ne suffit pas. Ah oui? Ouais, parce que tu revois la personne pour lui... Les gens, ils n'enregistrent pas 100% des informations en consultation, surtout quand c'est des choses assez choquantes, assez difficiles, avec des étapes thérapeutiques qui sont longues. Je pense au cancer du sein, parce que c'est quelque chose dont je m'occupe beaucoup. On doit annoncer le diagnostic, parler des caractéristiques de la tumeur, expliquer quels examens on va faire pour compléter le bilan d'extension. Ensuite, aborder la phase du traitement, avec, il y a souvent plusieurs étapes, la chirurgie, parfois de la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie. Donc tout ça, c'est des consultations. Donc c'est vraiment étape par étape. Et les gens, quand ils rentrent là-dedans, ils sont dans un tunnel
Et ils n'entendent pas toutes les informations. C'est pour ça, moi, j'aime bien en consultation que les patientes, dans ces cas-là, soient accompagnées par une amie, par quelqu'un de leur famille ou par leur compagnon ou leur compagne, parce que ça permet d'avoir 2 paires d'oreilles. Et après, quand ils rentrent à la maison, ils peuvent en discuter. Et l'autre qui est accompagné va dire « Mais si, il a dit ça, tu te souviens, t'inquiète pas ». Donc, c'est important d'avoir 2 paires d'oreilles dans les annonces difficiles et les prises en charge un peu compliquées. Bon, ça, c'est le côté pas très rigolo en consultation. Mais donc tu as 2 activités. Peut-être tu en as plus, tu vas nous le dire, mais tu as l'activité de chirurgien gynécologue. On ne peut pas être... on n'est pas d'office chirurgien gynécologue, si? En fait, moi, mon titre, ma spécialité, c'est gynécologue obstétricien. Ah, ça, c'est la formation. D'accoucher. Je l'ai fait pendant très longtemps. Depuis 5 ans, j'en fais plus, mais j'ai fait beaucoup d'accouchements, de suivi de grossesse, de césarienne, enfin de garde et des nuits en salle de travail. J'en ai fait beaucoup pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, je fais que de la consultation et de la chirurgie gynécologique, donc plus de grossesse. Mais au départ, c'est le même métier, gynécologue obstétricien. Et après, au cours de notre formation, on a plus ou moins d'appétence pour un aspect de notre spécialité. C'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans ce métier de gynécologue obstétricien, c'est qu'on a le choix. On peut faire du suivi gynécologique médical, discuter contraception, infections sexuellement transmissibles, on peut se spécialiser en fertilité, on peut faire de l'échographie, on peut suivre des grossesses et travailler dans une maternité aux côtés des femmes pour les accouchements. Et on peut aussi faire de la chirurgie. Et ça, les gens le savent moins, que les gynécologues, c'est aussi parfois des chirurgiens. Donc, on s'occupe de plein de maladies gynécologiques qui nécessitent des interventions. Genre cancer du sein, on en a parlé. Genre endométriose. Ah, donc c'est toi qui est le chir du cancer du sein. Ouais. Ok. Endométriose. Parfois, on opère les femmes qui souffrent d'endométriose, les fibromes, les kystes de l'ovaire, les cancers de l'utérus, les cancers du col de l'utérus, les cancers de l'ovaire, les descentes d'organes, les fuites urinaires. Tout ça, c'est des pathologies qui sont prises en charge chirurgicalement par des gynécologues. Et initialement, le gynécologue, il sait faire tout ça? Alors, ça va dépendre un petit peu de son parcours. Quand on est interne, c'est pendant nos années de formation à l'hôpital. Tous les 6 mois, on change de service. On va un peu s'orienter en fonction de ce qu'on aime. Moi, j'ai fait beaucoup de stages dans des maternités pour vraiment apprendre l'obstétrique, c'est-à-dire la science de l'accouchement et de la grossesse. Et beaucoup de stages aussi en chirurgie, mais pas que en chirurgie gynécologique, aussi en chirurgie générale. J'ai fait de la chirurgie digestive, j'ai fait de l'urologie, pour vraiment avoir toutes les armes pour pouvoir opérer. Question bête, parce que, bon, évidemment, tu as la réponse. Enfin, j'ose dire avec la réponse, mais évidemment, tu as la réponse. Les urologues, ils sont consultés par des hommes et des femmes. Ouais. Cancer de la vessie, cancer des reins, descente d'organes, etc. Prostate, beaucoup. Oui, pour les femmes. Ah oui. Pour les femmes, moins. Moins. Est-ce qu'il y a des hommes qui vont voir des gynécologues? Il n'y a pas un petit aspect... Est-ce que... Ok, ne me réponds pas. / est-ce qu'il y a quand même des gynécos qui prennent un peu une partie des urologues, du job des urologues, parce que les gens ne savent pas qu'il faut aller voir un urologue quand on est un homme. Et du coup, ils vont voir un gynéco. Non. Les hommes qu'on peut avoir dans notre cabinet de consultation, ça arrive qu'il y ait un homme qui rentre dans mon cabinet de consultation. Ouais. Ça peut être pour un problème de fertilité, parce que la fertilité, c'est pas que le problème des femmes, c'est aussi le problème parfois des hommes. Il n'y a pas que des causes féminines à la fertilité. Et dans ce cas-là, ils vont pas voir l'urologue. Souvent, c'est les couples qui viennent en consultation pour une consultation de fertilité. Donc ça, c'est une des causes. Et puis, sinon, c'est des hommes qui accompagnent leur femme ou leur compagne parce qu'ils ont envie d'être là et pour écouter les informations qu'on a à donner. Parce qu'ils sont un peu curieux, ils ont envie de voir un petit peu comment ça se passe, parce que ils me connaissent et qu'on a sympathisé pendant le suivi de grossesse de leur femme, donc ils ont envie de rigoler un petit peu avec moi aussi. Donc, mais il n'y a pas l'équivalent du suivi gynécologique pour les hommes. D'accord. Ça n'existe pas. Et souvent, c'est une question qu'on me pose souvent sur les réseaux. Mais parce qu'il y a des hommes qui veulent venir te voir. Qui fait le suivi régulier des hommes? Il n'y a pas de suivi. Non, il n'y a pas de suivi régulier. Les femmes, elles vont chez le gynécologue. Oui. En gros, quand elles commencent à avoir une vie sexuelle, qu'elles ont besoin d'une contraception pour la prévention des IST, après parce qu'elles ont un désir de grossesse, après pour être suivies pendant la grossesse si elles veulent faire un enfant, après pour la consultation, après l'accouchement, bref, toute leur vie, et jusqu'à la ménopause, elles ont besoin d'avoir un suivi régulier chez le gynécologue. Ouais. Nous, c'est pas du tout comme ça. Je suis jamais allé voir un urologue. Hein? Bah non, pourquoi faire? Nous, l'urologue, on commence à y aller quand on a 50 ans pour se faire palper la prostate. Oui, pour le dépistage de la... Mais parce que tu as des problèmes sexuels avec tes organes génitaux, parce que tu as un problème de vessie, de rein... C'est ça la grande différence entre la gynécologie et les hommes. Et les IST, tu vas voir qui pour les IST? Les femmes consultent un gynécologue même quand tout va bien, pour leur suivi, pour faire le frottis de dépistage et pour discuter contraception. Nous, les hommes, on n'a pas de suivi régulier quand tout va bien. Mais on consulte que quand on a un problème. Si j'ai un problème d'IST, si j'ai une syphilis,
je vais voir un infectiologue, un dermatologue ou un urologue éventuellement. Oui. Si j'ai une infection au poumon, je vais voir un pneumologue. Oui. Si j'ai un calcul dans le rein, je vais voir un urologue. OK ? Mais on n'a pas de suivi régulier chez l'urologue. Comment se passe ta sexualité, Ça n'existe on en pas. est où Il y a une spécialité dont on parle un petit peu, qui commence un peu à voir le jour, qui est plus une spécialité médicale, parce que les urologues, c'est des chirurgiens, hein. C'est pas une spécialité médicale. C'est les andrologues. Oui. Donc eux, ils ont plus cet aspect suivi de l'homme sur le plan hormonal, voilà. Mais il n'y a pas de suivi de l'homme. D'accord. Bizarre. Dommage. Et t'as pas envie de te... Non, mais pas du tout, non. Pas du tout. Non, pas Ça du t'intéresse tout. pas. Non, pas du tout. Préfère les femmes. Ouais. D'accord. J'ai mis une question qui sont potentiellement des questions qu'on a déjà posées sur les réseaux, mais j'ai envie que tu me répondes à moi. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que tu vas plus me dire, que ça va plus me dire la vérité à moi que tu vois. Donc, et c'est des questions bêtes, et c'est aussi des questions que j'ai récupérées auprès de gens à qui j'ai demandé si vous aviez un gynéco génial en face de vous, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question ? En question bébête qu'on n'ose pas poser, tu vois. Est-ce qu'on peut tomber enceinte avec un préservatif ? Oui. À part s'il craque. Ce qui compte, c'est l'efficacité dans la vraie vie, en termes de contraception. Tu vois, par exemple, la pilule, l'efficacité contraceptive, elle n'est pas forcément optimale parce qu'une pilule, ça peut s'oublier. Tu as une gastro, tu vomis. Non, alors bref. partons du principe qu'elle est prise. Alors, la pilule, elle est prise nickel, chrome, à la même heure, gna 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 gna. Excellente efficacité contraceptive. Mais pas 100%. Jamais 100%. Mais comment ça ? Mais le c'est 100%, dégueulasse, ça. le 100%, ça c'est un principe de base. En médecine, ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à la pilule, ni à la science, quoi. Pas à 100%. Je suis désolé. Et donc le préservatif non plus. S'il craque pas, ça marche pas. Il y a des risques que ça ne marche pas. Le préservatif, c'est jamais 100%. Même en utilisation parfaite, personne ne pourra te dire que c'est 100%. Mais pourquoi ? Je comprends pas. Si c'est fait pour protéger, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ce qui compte, c'est pas la théorie. Enfin, moi je trouve, c'est vraiment ce qui se passe dans la vraie vie. Alors parfois, il y a des accidents de préservatifs évidents. Ok. Il craque, il se déchire. T'as une bague en l'enfilant. Oui. Il reste parce qu'on est resté un petit peu trop longtemps à la fin. Voilà, donc ça c'est évident. Oui. Puis il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il peut y avoir des défauts de conception, même s'ils sont tous testés et qu'il y a des marquages CE. Il peut. Tu peux attaquer la boîte, tu peux attaquer Skin s'il y a un défaut tu peux de conception. attaquer, mais tu gagneras pas. D'accord. Donc en fait, à toutes mes questions, tu vas me répondre non ou oui, quoi. Enfin, en fait, puisque c'est pas 100%. Non, je vais être un peu nuancé. D'accord. À quel point le liquide séminal est fertile ? À quel point le liquide... on peut tomber enceinte avec un peu de liquide séminal ? Ça, la question que tu me poses, c'est est-ce que le retrait est un bon moyen de contraception ? Alors, elle arrive après. Est-ce que la technique du retrait, ça marche ? C'est la même. Non, c'est pas la même. Le liquide séminal, il y en a toujours un peu. Il peut y en avoir au début. Non. Avant l'éjaculation. Avant l'éjaculation ? Oui, mais donc là, il n'y a pas... Oui, avant l'éjaculation, mais tu t'es retiré... t'es en train de faire Attends, je fais technique. Non, mais tu t'es retiré, t'es rentré. Il y a un peu de liquide là qui traîne un peu. Il peut y avoir des spermatozoïdes dedans. Et donc là... Même si tu n'as pas éjaculé. Et donc là, je pose une question. Je pense que beaucoup de femmes se posent. Je me caresse. Oh zut, j'ai du liquide. Je me caresse sur la jambe. Il y avait du liquide sur la jambe. Je me caresse la foufoune. Ouais. Je me mets un doigt parce que j'ai envie. Est-ce que là, du coup, avec du liquide sur le doigt, je peux tomber enceinte ? Bien sûr. Mais arrête ! Bah si. Mais ça va pas aussi loin. C'est pas assez loin. Enfin, il faut quand même qu'il y en ait une quantité et tout, non ? Le spermatozoïde, à partir du moment où il est dans le vagin, il monte. Il monte. Comment plonger comme ça ? Alors, il y a des risques importants et des risques faibles. Mais il y a des risques, c'est possible. Il y a des risques, oui. En revanche, parce qu'on me pose aussi souvent la question sur les réseaux, il y a des jeunes filles qui ont fait des préliminaires, qui ont peur d'avoir été en contact éventuellement avec le sperme, et qui me posent la question, est-ce que habillé, je risque ? Non, là, non. Habillé. Comment ça, habillé ? Si, on me pose la question parfois. Comment ça, habillé ? Ah oui, non, habillé, on ne peut pas tomber enceinte, habillé. Voilà. Mais nu, avec un petit peu de liquide. S'il y a contact avec un peu de liquide séminal ou de sperme sur le jean, a priori, on est tranquille. D'accord. Et donc, à quel point, sur 100%, la technique du retrait fonctionne ? Je vais te dire des bêtises. Ouais. Je vais te dire des bêtises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un bon moyen de contraception et c'est pas un moyen de contraception qui est recommandé par les médecins ou par les sages-femmes. Bien sûr. Okay, donc, moi, quand une patiente fait la technique du retrait et me demande l'efficacité, moi, je leur dis toujours la même chose. Je leur dis c'est un excellent moyen de contraception
Si tu veux tomber enceinte. Si une grossesse n'est pas un problème. Oui, d'accord. Voilà, ça c'est Oui, la réalité, c'est ça. Après, le nombre de grossesses pour 100 femmes qui vont utiliser la méthode du retrait sur une année, ça doit tourner autour de 15-20, tu vois. Et puis il y a retrait tardif et retrait non, early retrait. Non, il y a Non. retrait, quoi. Le retrait, c'est bien si on accepte l'accident, en gros. D'accord. Donc c'est quand on... Ouais, d'accord. Ok, intéressant. Peut-on tomber enceinte à n'importe quel moment de son cycle? Alors ça, oui. Même pendant les règles. Eh ouais. Comment ça? Eh ben si. Le cycle d'une femme, par définition... 28 jours. Eh ben non, justement. Ça, c'est la théorie. Combien de jours? C'est très très rare qu'une femme ait des cycles de 28 jours réguliers avec l'ovulation qui tombe pile Évidemment. le 14e jour. Évidemment, ça veut dire que l'ovulation, elle peut être un petit peu avant ou elle peut être un petit peu après. Et donc ça, c'est quelque chose qui... Dans le moment où... on peut quand même. Il n'y a pas un jour où c'est mort. Si, il y a un jour où c'est mort. Le problème, c'est d'identifier le jour où c'est mort. D'accord, mais il y a quand même un jour où c'est mort. Bien sûr. Ok. Le Bien jour sûr, où- il y a des techniques de contraception, une technique qui s'appelle la symptothermie. Je connais pas. Tu en as peut-être déjà entendu Non. parler. C'est une étude scientifique très précise de ton cycle à partir de la température, courbe de température. Tu prends ta température tous les matins pendant 2-3 mois pour faire une courbe de température, parce qu'au moment de l'ovulation, il y a un petit plateau thermique. La température corporelle augmente. Et tu associes à ça l'étude de la glaire cervicale. C'est ce que c'est la glaire cervicale? Ah, la glaire, c'est ça la glaire, non? J'en ai un peu là. La glaire cervicale, c'est au niveau du col de l'utérus des femmes. Ok. C'est un mucus, c'est-à-dire des sécrétions qui sont fabriquées par les cellules à l'intérieur du col de l'utérus. Et cette glaire, elle évolue dans sa consistance, dans son aspect, dans sa densité, en fonction des moments du cycle, pour laisser passer plus ou moins les spermatozoïdes. Il y a des moments du cycle où elle est épaisse, cassante, les spermatozoïdes ne passent pas du tout. Et au moment de l'ovulation, ou de la période fertile, elle va devenir très, très liquide, très transparente. Et ça, c'est la phase de fertilité. C'est un moyen de savoir si on est fertile à ce moment-là. Donc, si tu étudies pendant plusieurs mois ta température et ta glaire cervicale et que tu apprends comment ça fonctionne, Relou. il y a certaines femmes qui sont capables de dire, Ah bon? d'identifier précisément leur phase pendant laquelle elles sont fertiles et la phase durant laquelle elles ne sont pas fertiles. Mais c'est propre à chaque femme. Donc, si tu me poses la question, est-ce qu'il y a un moment dans le cycle, est-ce qu'on peut être enceinte à n'importe quel moment du cycle? En général, la réponse est oui. Si tu ovules très proche de la fin de tes règles, bah, tu peux être enceinte. Si tu as des rapports en fin de règles, que les spermatozoïdes restent planqués et que 24-48 heures après, tu ovules, il y a un petit risque de grossesse. Alors, non, mais voilà, parce qu'il paraît que ils peuvent rester planqués 48 heures. Ouais. Mais c'est quoi cette affaire? J'ai appris ça il y Même a un pas peu longtemps. plus, même un peu plus parfois. Ah bon? Ouais. Donc Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si tu as un rapport, t'ovules pas. Tu as un rapport, tu te dis c'est bon, mais 48 heures après, t'ovules. Les spermatozoïdes de ton rapport 48 heures avant, ils peuvent féconder ton ovule. Et ouais, c'est ouf. Arnaque. D'accord. Arnaque, nature. Nature. Enfin, nature, mais... Nature et découverte. Nature et découverte. Et ok, et ça, pourquoi on le sait pas, ça? Pourquoi on le sait pas? Parce qu'on ne regarde pas mon gynéco. Il faut regarder mon gynéco, c'est Ouais. tout. Mais pourquoi les gynécos nous disent... Pourquoi il y a un défaut d'information de la part... Alors, ce genre d'information, savoir comment est le cycle d'une femme, connaître son cycle, la C'est glaire personnel. cervicale... Non, mais c'est pas ça. C'est pas le rôle des gynécos. C'est le rôle de l'école. Oui, enfin, ça, on va pas reparler de l'éducation qui... Bien sûr. Enfin, ça- Ah bah oui. oui, bah oui, mais ça... Tout le monde... D'ailleurs, on n'a rien appris à l'école à ce niveau-là. Eh ben voilà, ça le problème. Mais aujourd'hui, à l'école, on apprend ça? On devrait. Mais toujours Mais pas. c'est pas encore très... Non, très moi, bien ce que fait. j'ai appris, donc moi, j'ai 41 ans à l'heure où on diffuse ce podcast. Non, c'est pas vrai. Si. Et à l'école, j'ai appris, je crois n'avoir rien appris sur le corps. Mais il y avait parfois des gens qui venaient montrer ce qu'était un préservatif. Et il y avait un petit cours sur le sida. Ouais, c'était le début. C'était Ouais. le début. On commençait à avoir des cours d'éducation sexuelle à l'école. Ouais. C'était vraiment le tout début. Hein. Moi, j'ai 47, j'ai rien eu. Bah non, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a Et aujourd'hui, oui. Il y a les Aujourd'hui, il y a cours d'éducation des sexuelle. cours d'éducation sexuelle. Je crois que nos collégiens, nos lycéens, ils ont 2-3 heures par an, normalement, d'éducation. Ok. Mais là, il n'y a pas longtemps, là, ils ont sorti... Il y a un nouveau programme qui est en train de sortir pour, dès l'école primaire, commencer à aborder la notion du consentement, du rapport à son propre corps et au corps de l'autre. Donc, commencer à expliquer ces notions-là aux enfants. On n'est plus sur le consentement et le Oui. respect de l'autre et de soi-même.
Et après, à partir du collège et du lycée, on attaque la sexualité. On commence à leur parler des infections sexuellement transmissibles, du papillomavirus, de la vaccination qu'on fait dans les collèges. Pourquoi tu me montres du doigt quand tu montres papillomavirus? Je sais pas. Et on aborde tous ces sujets-là au collège et au lycée. Mais ça mériterait d'être un peu plus développé. Moi, je me rends compte que la connaissance des femmes et des hommes sur ce sujet-là, c'est dur. Hein. Mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est les règles? Il y a des femmes qui savent pas? Il y a des femmes qui savent pas très bien. Il y a des femmes qui pensent que les règles, c'est les ovules qui s'évacuent. Parce qu'il n'y a pas eu fécondation. Alors que pas du tout. Les ovules qui s'évacuent. D'accord. Donc, alors que c'est pas du tout ça. Il y a des femmes qui pensent que sur les règles, il y a 1000 trucs. Et les hommes, ils savent évidemment pas. Et les hommes, ils savent pas trop, ils s'y intéressent pas trop à la base. Non, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Est-ce qu'on sait d'où vient, alors tu n'es pas endocrino, je précise, mais j'ai l'impression que tu connais plein de choses. D'où vient l'hyperthyroïdie? Rien à voir avec la gynécologie. Bah non, mais c'est des hormones de la thyroïde. Du coup, SOPK, rien à voir? Alors, pas complètement rien à voir, mais pas à voir directement. Non, mais pas complètement. La thyroïde, c'est là. Oui, tout à fait. Donc, il se passe des choses. Ouais, je travaille pas trop là, moi. Mais donc la thyroïde, c'est une glande qui est très importante, qui fabrique les hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4. Et cette glande, elle est dirigée par une autre glande, et ça, c'est plus intéressant, qui s'appelle l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une glande qui est à la base du cerveau et qui va diriger plein de glandes dans le corps en fabriquant d'autres hormones. Donc, par exemple, l'hypophyse, elle va fabriquer la TSH qui va faire fonctionner la thyroïde. T, c'est thyroïde. Et l'hypophyse, elle va aussi fabriquer la FSH et la LH. FSH et LH qui, elles, gèrent les ovaires. D'accord. Okay, donc, le point de départ est le même. Voilà. Mais après, il y a des voies différentes. Et la thyroïde en elle-même, c'est sûr que quand tu as la thyroïde qui déconne, ça peut avoir un impact sur ta qualité de vie et en partie sur ta qualité de vie gynécologique. Et donc, tu n'as pas remarqué que des femmes atteintes de SOPK avaient un petit problème de thyroïde? Il peut y avoir une association. Ah. C'est pas comme quand on fait le diagnostic, quand on suspecte le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, parce que toi tu connais, mais oui, pardon. j'explique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une maladie qui concerne les ovaires. Déjà, elle porte très mal son nom parce que c'est pas un problème de kyste. D'accord. C'est des ovaires qui sont un petit peu immatures, qui travaillent trop et qui fabriquent plein de follicules. Normalement, dans ton cycle, je te dis tu parce que... Oui, tu me regardes, quoi. Il y a plusieurs follicules qui démarrent, entre 5, 10, 15, maximum 10 par ovaire, et puis il n'y en a qu'un qui est le follicule dominant, qui va grossir, et pouf, qui va ovuler et libérer un ovule mature qui sera peut-être fécondé par un spermatozoïde qui passe par là. Okay. Ça, c'est dans la vie normale. Chez les femmes qui souffrent du SOPK, il y a 20, 25, 30 follicules par ovaire. Ça fait des gros ovaires, donc il y a plein de follicules. Quand on fait une échographie, on voit, c'est un aspect un peu comme une ruche, on appelle ça. Il y a plein d'alvéoles à l'intérieur. C'est plein de follicules qui poussent, et il n'y en a aucun qui arrive à maturation. Donc il n'y a pas d'ovulation satisfaisante, correcte, ou alors c'est vraiment très aléatoire. Donc ces femmes, elles souffrent déjà de cycles très irréguliers, parfois très espacés, et parfois elles n'ont pas de règles du tout. Parce que comme elles n'arrivent pas à une ovulation, ça ne suit pas, le cycle ne continue pas normalement derrière, et il n'y a pas de règles, et elles n'arrivent pas. Mais il n'y a pas que ces problèmes d'ovulation. Donc c'est plutôt une histoire de j'ai des kystes sur les ovaires? C'est pas des kystes, c'est plein de follicules. Elles ont aussi des problèmes d'hyperandrogénie, d'excès d'hormones masculines, de testostérone notamment, et des dérivés de la testostérone. Donc souvent, elles souffrent de calvitie, d'acné, des ovaires gros et plein de follicules qui n'arrivent pas à maturité, des signes d'hyperandrogénie et le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est les femmes qui souffrent du SOPK, elles ont plus souvent du diabète, elles ont parfois du mal à réguler leur poids, donc elles sont plus à risque de faire de l'hypertension artérielle, des problèmes de cholestérol, et plus tard, il y a un petit risque plus élevé de cancer de l'endomètre. Ça surveille et tout le monde, heureusement, n'est pas concerné. D'accord? Donc ça, c'est les 3 piliers du diagnostic. OK? Et à côté de ça, on doit faire un bilan endocrino général. Donc, contrôler la thyroïde, pour s'assurer qu'il n'y ait pas, en plus, un problème de thyroïdien, parce qu'on sait que c'est un peu plus souvent associé chez ces femmes-là. Donc, il y a quand même un lien. Il y a un lien. Merci. Est-ce qu'on peut tomber enceinte avec un SOPK? Oui. C'est quoi la différence entre MST et IST? Non. C'est ça. Aujourd'hui, on ne parle plus de maladies sexuellement transmissibles, on parle d'infections sexuellement transmissibles.
Je t'avoue, je sais pas très bien pourquoi. Depuis quand? Non, parce que moi, j'ai l'impression que quand je dis MST, on me dit ah non, ça c'est une IST. D'accord. En vrai, c'est la Le même sida, chose. c'est une IST? Je pense que oui. Je pense que on a changé de terminologie parce que la plupart du temps, les infections sexuellement transmissibles, il n'y a pas de signes. Il n'y a pas de symptômes. Et quand on parle de maladie, on imagine quelqu'un de malade, donc qui a forcément de la fièvre, des boutons partout, des pertes pas normales, qui est très fatigué, et qui voilà. Alors qu'en fait, la plupart du temps, dans les infections sexuellement transmissibles, il n'y a pas de symptômes. D'où la nécessité de se protéger tout le temps et de faire des dépistages régulièrement, parce que on n'est jamais à l'abri d'avoir quelque chose. Une mycose, c'est pas une IST? Non. Ah, c'est quoi? Les mycoses, c'est pas des infections sexuellement transmissibles, c'est un déséquilibre de la flore vaginale. Oui, c'est pas sexuellement transmissible. Oui. Déséquilibre de la flore vaginale, t'as pris des antibiotiques, t'es fatigué, c'est l'été, t'as gardé ton maillot mouillé pendant 3 jours. Bref, déséquilibre de la flore. Et il y a les espèces qui sont censées te protéger, les bacilles de Doderin, sont pas assez nombreux. Résultat, il peut y avoir des petits champignons qui se développent. L'herpès, ça c'est pas une IST? L'herpès est une infection sexuellement transmissible. Herpès, symptôme? Pas toujours. Pas toujours. 60-70% de la population On de l'herpès. est porteur du virus de l'herpès. Mais ne l'a pas déclaré. Mais 60-70% de la population ne fait pas des boutons de fièvre. Et ça, comment ça s'explique aussi? Parce que c'est un virus qui est très contagieux, qu'on se refile à travers la salive, lors des rapports, les préliminaires, sans forcément qu'il y ait de pénétration. Un simple contact fait qu'on peut se transmettre le virus de l'herpès. Très souvent, on est contaminé dans l'enfance d'ailleurs. Parce que ton papa, ta maman est porteur de l'herpès, fabrique du virus, n'a aucun symptôme, t'embrasse, voilà, clac, un peu de salive, t'es contaminé. Et le virus, il va se planquer dans les ganglions. Il reste là toute la vie. Il disparaît jamais du corps. Et chez certains patients, chez certains hommes, chez certaines femmes, il peut apparaître parce que on a un petit déficit immunitaire ou parce qu'on se défend un petit peu moins bien, et voilà. Et très important, pour les femmes qui vont accoucher, si vous avez de l'herpès, dites-le. Si vous avez de l'herpès génital, dites-le, parce qu'en fin de grossesse, on vous prescrira un médicament pour éviter de faire une poussée au moment de l'accouchement, pour pas contaminer le bébé. Très bien, et donc aujourd'hui on dit IST. Ouais, très bien. Tout le monde dit IST maintenant. Donc MST, t'es ringue. Tu dis MST, t'es ringue. On te comprend, mais t'es un peu ringue, ouais. Est-ce que se laver avant un rapport évite des maladies? Pas du tout, non. Mais alors, pas du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ok. Se laver tout, hein? Se laver avant, pendant, après ne change rien. Ne change rien. Rien du tout. Très bien. Mais est-ce que du coup tu recommandes quand même de se laver? Oh bah non, on fait ce qu'on veut. Quoi. Ouais, on s'en fout. C'est ce qu'on aime. Est-ce que avaler du sperme est aussi protéiné que manger un steak? Ça dépend quelle quantité. Mais le... Non, mais... J'ai pas de données scientifiques sur le sujet, je suis un peu embêté. J'aimerais bien des datas. À midi, j'ai un excellent filet de bœuf. C'est vrai. Du lait de soja. Ah bah, ça, pour le coup... Non, je pense qu'il n'y a pas de... Non, mais on dit que, tu sais, on dit, je sais pas d'ailleurs, qui dit, mais j'ai l'impression qu'on dit que avaler du sperme, c'est hyper protéiné, ça te renforce, et si tu fais du sport, c'est super. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que tu crois que les sportifs devraient avaler du sperme plus régulièrement? J'aurais plutôt tendance à leur conseiller de manger des protéines sous une autre forme. Après... Mais c'est une protéine aussi efficace que d'un steak? Non, c'est vrai, tu sais pas? Non, c'est vrai? Non. J'ai jamais conseillé à une patiente qui voulait, tu vois, une patiente qui fait de la haltérophilie, du crossfit. De se taper une petite gourde. Non, voilà, non, jamais. Non, mais parce que est-ce qu'on ne sait pas si ça a la même valeur? Il y a peut-être des gens qui savent. Non, mais c'est sûr que ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur nutritionnelle. C'est sûr que ça n'a pas la même valeur. Non. Très bien. Et combien de femmes sur 100 ont déjà goûté leur lait maternel? Au secours. Non, mais moi, je ne comprends pas. Combien de femmes sur 100 mais... Moi, j'ai pas d'enfant, mais je suis sûre que si j'avais un enfant... Tu goûterais? Bah oui. Bah oui, moi, je pense que tout le monde goûte. Mais non. Bah, j'ai des copines qui me disent « Ah non, ça me dégoûte, non. » Je sais pas, ça te dégoûte, c'est quand même quand ton enfant boit, t'as envie de savoir. Déjà, à la base, toutes les femmes n'ont pas envie d'allaiter. Donc, les femmes qui ne souhaitent pas allaiter... Même si t'allaites pas... Oui, au début, tu peux avoir un peu de colostrum, mais... Là encore, j'ai pas de chiffres scientifiques, j'ai juste du ressenti.
D'accord. D'accord. Et quel est ton ressenti sur cette question? Du ressenti. Mon ressenti, c'est qu'il y a des femmes qui ont envie d'allaiter, qui sont très à l'aise avec le côté allaitement naturel, maternel. Voilà, c'est un truc qui est très spontané et facile pour elles. Et évidemment, j'imagine que toutes ont dû goûter un petit peu pour voir ce que c'était. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait. Bah oui, c'est ça. Bref. Et à côté de ça, il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie d'allaiter leur enfant, qui sont même parfois un peu... ça dégoûte, quoi. Ouais, c'est vraiment pas leur truc. Ça m'étonnerait que ces femmes qui ont ce rapport un peu distant par rapport à l'allaitement maternel aient forcément envie de goûter les premières gouttes du colostrum qu'il peut y avoir après l'accouchement. Donc, à mon avis, c'est plus sur ce niveau-là qu'il faut se baser. Si on allaite, on a envie de goûter, ouais. Mais il y a des bonnes vertus dans le lait maternel. Les connais-tu? Le lait maternel, vous savez, une question de pédiatre, ça. Je sais pas. Moi, une fois qu'il est sorti, le bébé, je sais plus trop. Je m'occupe de la maman, moi. Parle-moi de la mère. Non, parce que tu sais qu'en Chine, il y a des. Non, je sais pas, non. Il y a des femmes qui font du savon au lait maternel. Oui, il y a même des traditions avec le placenta qui sont un peu surprenantes parfois. Parce que, alors, ah oui, genre quoi? T'as jamais entendu parler? Non, on mange le placenta. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, oui. Non, mais d'ailleurs. Moi, ça m'est déjà arrivé. Attends, non, pardon, je te coupe. D'ailleurs, dans césarienne, il paraît que comme c'est un peu un choc pour le bébé parce qu'il n'est pas sorti par le tunnel normal, et ben du coup, on le sort par le ventre. Et pour lui remettre un peu dans son univers. Qu'est-ce que tu vas dire? Et ben, on lui remet un peu de quelque chose sur lui. Et généralement, les femmes lèchent leur enfant. Mais ça se passe où, ça? C'est où? Non, mais le coup de la césarienne, c'est vrai. C'est à la capitale qu'il faut Non, mais c'est la capitale, c'est dans les cliniques privées. Non, faut arrêter. Non, mais arrête. On est d'accord qu'en césarienne, ça peut être un choc pour l'enfant. Oui. Non, mais ça, on est d'accord ou pas? Ça me fait... Alors, c'est un choc. Donc... Parce que, non, alors attends, c'est un choc pour des vrais trucs. C'est un choc. Le bébé, quand une femme accouche par voie basse, oui. Il y a tout le travail, puis après le bébé, il passe dans le vagin. Et il va avoir un temps d'adaptation. Oui. Parce que le fait de passer dans le vagin de sa maman et qu'il y ait les efforts expulsifs et qu'il sorte, il y a un temps d'adaptation qui est supérieur à ce qui va se passer quand on fait une césarienne. On ouvre la peau, on ouvre l'utérus, il est dans sa poche de liquide, et nous on arrive, clac, on ouvre, le liquide se vide d'un coup et on sort. Donc il a moins le temps de s'adapter, notamment sur le plan respiratoire. Les bébés qui naissent par césarienne, il y a un petit risque de détresse respiratoire transitoire parce qu'ils sont encore pleins de liquide dans leurs poumons et ils n'ont pas eu ce temps d'adaptation. Ça, c'est vrai. L'autre chose qui est vraie aussi, c'est au niveau de l'immunité. Parce que le passage dans la filière génitale, dans le vagin, il va être en contact avec des bactéries et donc on se dit que ça va un peu commencer à l'immuniser et il aura plus de défense immunitaire pour les premiers mois de sa vie. Et donc, ça, c'est potentiellement vrai. Et il n'y a pas ça par la césarienne. Mais c'est pas pour ça. Mais si. Et donc, pour l'immuniser, on lui remet du liquide. Mais de quoi? Bah, genre, je sais pas, moi, je suis pas dans les du petits caca de sa maman. papiers. Oui. Sur le bout du nez? Oui, partout. Mais si, mais attends, mais tu rigoles, c'est arrivé à une copine il y a 3 semaines. Non, mais c'est pas vrai. Et que pour l'immuniser, on lui remet. Mais si, bah, écoutez, en commentaire, dites-nous si ça vous est arrivé. Ah ouais, dites-nous, hein. Je suis né en césarienne. Tout va bien. Bah, mais tout va bien, je dis pas que tout va pas bien. Je dis que on t'a. Tout va bien. Oui, enfin, tout va bien, oui, c'est vrai, ça reste encore à démontrer. Mais d'accord, donc on ne remet pas un peu de liquide. On ne met pas d'extrait de maman ou de placenta ou de liquide sur le bébé pour l'immuniser. Non, ça fait pas partie peut-être des endroits où on fait ça, mais ça fait pas partie des choses qu'on fait en pratique courante. Dans le 16e, en clinique privée, on fait ça. Ah bon? Ouais, comme quoi. Très bien. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et d'ailleurs, on dit aussi souvent que les enfants qui sont sortis par césarienne, ils peuvent développer des petits traumas. Mais ne rigole pas, toi. Des petits traumas Enfin, ils arrivent, ils n'ont rien demandé. Ouais, ils aiment beaucoup moins leur maman. Ouais, c'est sûr. Bon, d'accord, je me tais. Est-ce que non, mais ça me fait rire tous ces trucs. Je l'ai déjà entendu, bien sûr. Et c'est pas vrai? Je trouve qu'autour de la grossesse et de l'accouchement, qu'il soit par voie basse ou par césarienne, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, on oublie et on ne dit pas les vrais trucs.
C'est quoi les vrais trucs? Le vrai truc, c'est par exemple le petit risque de détresse respiratoire quand un enfant va naître par césarienne plutôt que quand il naît par voie vaginale. Et c'est pour ça que moi je trouve que ça fait partie des informations importantes à dire à une femme quand elle va avoir une césarienne, qu'elle soit programmée ou que ce soit une césarienne un peu en urgence pendant le travail, parce que quand on sort le bébé et qu'on le met sur le ventre de sa maman et qu'on voit qu'il est un peu bleu, qu'il met un peu de temps à démarrer et que tout de suite on lui prend pour l'emmener dans la salle d'à côté, pour l'aspirer, le machin, le truc. Si avant on lui a dit, madame, ça peut arriver, pas de panique, si on vous prend votre bébé pour l'aider un petit peu à démarrer, ça se passe mieux. Tu vois, ça pour moi c'est les infos importantes à donner. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a un jugement entre femmes sur la façon dont elles accouchent? T'as accouché en césarienne? Ah ouais, d'accord. Ça me dépasse. Je comprends pas. Et je vais même aller plus loin, moi sur les réseaux, je parle un peu de grossesse et d'accouchement, mais je fais super gaffe, parce que je sais que c'est des sujets qui peuvent partir en vrille. Ouais. Et quand je parle par exemple de péridurale, ouais. Il y a des femmes qui préfèrent accoucher avec une péridurale. Elles n'ont pas avoir mal. Elles n'ont pas envie d'avoir mal. Voilà. Il y a des femmes qui préfèrent accoucher sans péridurale parce que c'est leur choix. Et voilà. Oui. On peut changer d'avis pendant le travail et c'est pas grave. Mais dès qu'on dit ce genre de truc, il y a des espèces de guerres qui éclatent entre les pro-césariennes, les pro-péridurales, les anti-péridurales. Voilà, pourquoi il y a une hiérarchie? En fait, il y a une hiérarchie de la péridurale, c'est pour les faibles, la césarienne, c'est pour celles qui ne veulent pas vraiment accoucher. Enfin, je sais pas, moi ça me dépasse. Et ce qui me dépasse encore plus et ce qui me chagrine, c'est que les femmes se fritent là-dessus, quoi. Oui, c'est un sujet de plus que par rapport à ce que je raconte moi, c'est les commentaires dans les vidéos où on sent vraiment de l'animosité. Et pareil pour l'allaitement. Oui, pareil, je fais bien ce que mais surtout, mêlez-vous de vos fesses. D'espèces d'injonctions que moi je comprends pas très bien. Je comprends pas trop. Non. Et d'où ça vient, le boulot des médecins, c'est donner des informations factuelles. Voilà, l'allaitement, c'est bien, c'est économique. Oui. C'est pratique quand ça fonctionne bien. Ça a des valeurs nutritives, nutritionnelles qui sont parfaitement adaptées au tube digestif d'un bébé qui vient de naître et qui vont s'adapter à l'évolution de l'intestin les premières semaines et les premiers mois. Donc c'est vrai que les bébés qui sont allaités, naturellement, ils ont moins de problèmes digestifs, moins de colites. Et c'est un lait qui est parfaitement adapté à leur tube digestif, ce qui peut être un peu moins le cas avec les laits artificiels. Ça, c'est des réalités. Mais c'est pas pour ça que c'est grave. Et que le bébé qui va être au biberon parce que ça arrange la maman, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a eu un accouchement super difficile, parce qu'elle bosse et qu'elle veut reprendre le boulot, que le papa ou la maman qui est avec elle veut l'aider et qui veut le partager ça. Enfin voilà, il y a 1000 raisons de faire ses choix. Et ça va très bien. Hein. D'accord. Est-ce que la pilule pour homme va arriver un jour? Oui, wish, mais quand? Alors, oui, wish ou non, nonche. Ah bon? Je sais pas. Pourquoi ça? Non, on n'a pas envie que la pilule pour... Non, mais on en parle depuis tellement longtemps que je sais pas trop si ça va arriver. Non, aujourd'hui, selon mais on wish pas? Ah si, on wish. Ah oui, on wish. Ah bah oui, on wish. Ah oui, on wish. Je crois que tu disais on wish ou pas. Ah non, oui, wish, oui, tu mettais des H à tout. Ah non, oui, wish. Mais on aimerait. J'étais papa, je wish. Ah non. Oui, tout le monde wish. Tout le monde wish. Tout le monde wish. Au-delà de la pilule, une contraception pour les hommes efficace, réversible, avec pas trop d'effets indésirables, on prend. Est-ce qu'on aurait confiance? Alors ça, c'est un peu votre problème. Ouais. Moi, je serais une femme. Je me méfierais. Mais ah ouais. Après, voilà, on peut choisir de faire confiance. Et parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet à chaque fois que j'aborde le problème le sujet de la contraception, à chaque fois dans les commentaires, mais les contraceptions pour hommes, nous on est fertile 3-4 jours par mois, vous êtes fertile 365 jours par an, c'est pas normal. C'est vrai que c'est une charge mentale pour les femmes à laquelle on ne participe pas tellement, enfin pas assez en tout cas. Ça commence à venir. Parce que les femmes qui pratiquent la symptothermie, par exemple, qui étudient leur cycle, elles sont obligées d'associer leur compagnon à cette étude. Il y a le préservatif, il y a de plus en plus d'hommes qui font des vasectomies, la contraception définitive. Alors, c'est pas réversible, mais c'est quand même un moyen de contraception. Non, mais c'est pas définitif. Si. Ah non, mais quoi, je comprends pas. Si, on en reparle après. Oui. Et... on part dans tous les sens. Donc, ça commence à venir. Les vasectomies, l'année dernière, il y en a eu 20 000 en France. Et l'année d'avant? Et ça explose. D'accord. Vraiment, c'était 10 000. Voilà, c'est exponentiel. Mes potes urologues à la clinique opèrent
dans le bloc à côté de C'est moi. qui? Ils font, Vas-y, comment ils ils s'appellent? font des vasectomies. Moi, Je peux je pas les donner. connais. Non, ils sont nuls en plus. Ah. Mais non, c'est pas vrai. Donc, non, c'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai. Les vasectomies, ça explose. Les ligatures de trompe aussi, d'ailleurs, il y a de plus en plus de demandes. Mais donc, on parle de contraception masculine, mais on n'a pas encore quelque chose d'efficace et de réversible. Donc, la pilule, pour hommes, c'est une espèce de serpent de mer, une légende urbaine. Ça existe pas, on sait pas trop. À chaque fois qu'on en parle, j'ai les mêmes réflexions. Ouais, mais si ça n'existe pas, c'est parce que les effets indésirables, les hommes sont pas capables de les supporter. Bon, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, elle n'existe pas, cette pilule, et c'est dommage. Il y a une recherche sur un gel. Gel contraceptif. Non, mais au lieu de l'avaler, c'est un petit gel que tu te mets sur l'épaule. Sur l'épaule? Ouais, parce que ça passe à travers la peau, un peu comme le traitement hormonal de la ménopause. Tu vois, ça passe à travers la peau, ça vient dans le sang. La ménopause. On y reviendra. Next. Et donc, il y a notamment de la testostérone à l'intérieur, pas que, il y a aussi un progestatif, de la progestérone, et ça permet d'inhiber la spermatogénèse, c'est-à-dire la fabrication des spermatozoïdes. Et il semblerait que ce gel soit prometteur. Mais ça fait 10 ans qu'on en parle. Ouais. Je crains que ce ne soit pas gagné. Mais comme tu m'as dit très justement, est-ce qu'une femme a intérêt à faire confiance à son ou ses partenaires par rapport à la contraception? C'est un débat. C'est en fonction des hommes, hein, tous. Ouais. Il y en a en qui tu peux faire confiance. Et comment tu vas être sûr? Tout comme eux ne peuvent pas être sûrs, peuvent ne pas être sûrs que nous, on prend notre pilule réglo. Ouais, pareil. Sauf que si vous prenez pas votre pilule réglo, c'est nous le problème. C'est vous qui êtes enceinte. Oui. On est concerné, bien sûr, mais c'est quand même vous qui le vivez dans votre dans le chair. Oui. Donc bon, c'est un vaste débat. Moi, à titre perso, je souhaite qu'un jour il existe une contraception masculine, efficace et correctement tolérée. Ce sera probablement pas parfait, mais voilà. On parle aussi de la contraception thermique. Je ne sais pas si tu en entends parler, les slips chauffants, l'anneau qui remonte les testicules pour les chauffer un petit peu. Pour l'instant, ça ne fait pas partie des trucs recommandés, remboursés et validés officiellement. Il y a des hommes qui le font, il y a des associations, on peut en trouver en vente. Ah. Ça se teste. En pharmacie? Non, pas en pharmacie. En black chemistry. Voilà, ça se teste, c'est pas dangereux. Mais il faut faire des spermogrammes régulièrement pour vérifier que ce soit efficace. Il faut les porter 12-15 heures par jour pour vraiment que les testicules soient au chaud suffisamment pour bloquer la fabrication des spermatozoïdes. Bon, ça... On est plus dans le projet perso de couple. Allez, on tente un truc, on y va. Voilà. C'est pas des trucs de masse. C'est pas grand public, quoi. Non, c'est pas le grand public. D'accord. Donc on a deux sujets. On a la vasectomie et la ménopause, le traitement. La vasectomie. Comment ça, c'est pas définitif? Non, mais attends. Non, comment ça, c'est définitif? Toi, tu me dis normalement, et moi, je te dis, et si, c'est définitif? Ouais, je te dis, c'est pas définitif. Mais si. La vasectomie, comme la ligature de trompe, c'est considéré comme des moyens de contraception irréversibles. Pourquoi je te dis ça? Irréversible, mais pas définitif. Eh oui, ça a l'air bête ce que je dis. Bah un peu. Bah non. C'est... En gros, ce n'est pas réversible, mais vraiment, si on veut, on peut. Il y a un truc comme ça. Si, bah... Juste par la force de la pensée? Non, mais il y a un truc où c'est pas réversible en 2 secondes, mais si vraiment on peut refaire dans le sens inverse. Il existe des opérations pour essayer de reperméabiliser, de réparer. Okay, mais ces opérations, elles ont un taux de succès loin des 100%. De toute façon, comme rien n'est garanti 100% chez vous. Ça y est, en vrai. Il n'y a rien de garanti. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu dangereux comme message de dire aux hommes, et de la même manière aux femmes par rapport à la ligature de trompe, vous inquiétez pas, si vous changez d'avis dans 10 ans, je vous réopère et ça marchera comme avant. C'est pas vrai. Non, mais si vraiment... Alors que si tu arrêtes la pilule, ou si tu retires ton stérilet ou ton implant contraceptif, ou que tu retires ta capote, mais c'est un peu... ça fonctionne comme avant. Certes, mais c'est un petit peu moins intime que la vasectomie, le stérilet ou la capote. Intime. En termes de lourdeur de chirurgie. Bah oui, non, mais c'est une opération, la ligature de trompe et la vasectomie. Ça reste des opérations, mais moi j'insiste vraiment à chaque fois que j'en parle sur le côté irréversible et définitif pour pas créer de faux espoirs. Et il faut surtout pas que les gens qui font cette demande aient quelque part dans un coin de leur tête l'espoir ou s'ils changent d'avis. L'autre moyen de faire des bébés quand on a fait une vasectomie ou une ligature des trompes, c'est la FIV, la PMA, la procréation médicalement assistée. Mais aujourd'hui, dans les centres de PMA,
l'attente, c'est 1 ou 2 ans. C'est Pour bon. les gens qui n'arrivent pas à faire d'enfants, ou les femmes qui ont un projet de bébé toute seule ou qui sont en couple avec une femme. ok Et donc ça veut dire qu'eux, ils passent en 3e rang. Donc, il y a déjà énormément d'attentes, de demandes et d'espoirs déçus. Donc, je pense que dire aux gens qui ont envie de faire une vasectomie ou une ligature des trompes, vous inquiétez pas, si vous voulez faire un enfant, allez frapper au centre de PMA du coin, vous allez voir, il n'y aura aucun souci. C'est un très, très, très gros problème. D'accord. Donc la vasectomie est C'est irréversible et C'est définitive. super, mais il faut être sûr de son coup. Très bien. Est-ce qu'on peut être sur son coup? À quel niveau? Ah, pardon. Pour le... Est-ce qu'on peut être sûr de son coup? Est-ce que... Ah ouais, on Ah peut ouais, être sûr de son on coup. peut être ouais. sur son coup. Ah ouais. Tu penses? Moi, je suis sur mon coup. T'as des sur ton coup. Oh là. Toi, t'as des enfants? Ouais. Combien? On en a 5 à nous deux. What? Et on les voit pas? Ah non, on met pas les enfants sur les réseaux. D'accord. 5? On voit pas les enfants, on voit pas ma femme. C'est vrai ça, on Ouais. l'entend. C'est elle qu'on entend? C'est le mystère. Et on n'a pas envie de la voir, hein. Bien sûr qu'on a envie de la voir. Elle est bah, où? bien Elle se sûr, cache où? elle se cache. Elle se cache. Mm. Tu vas Elle est réussir à la jamais- cacher longtemps? Elle est jamais très loin quand même. Ah, Ouais. c'est un peu genre Où est Charlie et on peut la trouver quelque part. Sur des cadres ou des trucs comme ça. Très bien. Est-ce que c'est dangereux de s'épiler complètement? Alors, c'est pas dangereux en termes de maladie grave. On peut pas mourir d'une On va épilation pas intégrale. mourir d'une épilation intégrale. Il faut vraiment qu'elle soit mal faite. Faites avec les dents, quoi. Ouais. Ceci dit, moi, j'ai fait une fois le dos, j'ai cru que j'allais mourir. hein. Ah bah oui, Mais bon. bah, ça forcément. Attends les mecs, je te jure. Est-ce qu'on peut mourir d'une épilation intégrale? Non. Est-ce que ça a un intérêt de garder ses poils ou pas? Un peu. Parce qu'on Pour sait que l'épilation intégrale ou le rasage intégral, 0 poil, ça peut favoriser un petit peu les risques d'infection vaginale, ça peut diminuer un petit peu la protection contre certaines infections sexuellement transmissibles, mais c'est surtout le fait que ça peut perturber un peu la flore vaginale et les bactéries à cet endroit-là, et donc augmenter un peu le risque de mycose, de vaginose, et d'avoir des petits soucis à ce niveau-là, et aussi d'infection urinaire. Donc, moi, mon conseil, c'est pas de dire aux femmes... Gardez vos poils. Gardez vos poils, ou... Ouais, c'est ça, surtout ne faites pas d'épilation intégrale. Moi, mes patientes qui ont des soucis d'infection à répétition, Tu fais j'ai tendance à leur dire, oubliez un peu En même temps, si elles se l'épilation sont fait épiler intégrale. au laser, elles sont mal barrées, c'est fini. Elles peuvent plus remettre de poils. Ouais, ça revient. Oui, c'est vrai que ça revient. Enfin, c'est normal ça- avec cette épilation laser. Donc moi, voilà, mes D'accord. patientes qui font des infections à répétition, qui sont embêtées par des mycoses et vaginoses et qui s'en sortent pas, j'ai tendance à leur dire, arrêtez un peu d'épiler, laissez pousser, et puis une fois que ça va mieux, vous pouvez reprendre le même rythme qu'avant. Alors, c'est pas toi le spécialiste, puisque nous accompagnons les urologues, donc j'en connais un rayon sur l'urologie, mais tu vas quand même pouvoir répondre, j'en suis sûre. Les cystites à répétition, normalement, allez voir un urologue et pas un gynécologue. Je suis une fervente défentrice. Défentrice Défentrice de quoi? Défenseuse bah, De ça des urologues. Et les Mais urologues. qu'est-ce que t'as avec les urologues? Mais parce qu'on accompagne l'Association française des urologues. On a déjà fait la FU la FUF. L'Association française des urologues en formation. Ah, la FUF La ça. FUF et la FU. Ouais. Et du coup, ils me disent, bah, pour les femmes qui ont des cystites à répétition, il faut venir voir l'urologue et non pas le gynécologue. Donc Non, là, mais il n'y a pas de compète. guéguerre urologue, gynécologue. Ah bah un peu. Il y a plein de causes. L'idéal. Moi, je suis un homme de compromis. Alors l'idéal, c'est quoi? Il cherche pas un ministre de la Santé en ce moment. L'idéal, c'est les deux. Le compromis et les deux. Ça va super, la J'aime pas neutralité. tu vois. On adore. Et non, mais l'idéal, c'est il y a plein de causes gynécologiques aux infections urinaires de la femme. Et je sais, ils sont bizarres tes urologues quand même. Hein. Parce que moi, les urologues avec qui je travaille, ils m'envoient plein de femmes qui ont des cystites à répétition. Ah, Et oui. ils ont pas envie de le traiter. Non, mais c'est parce que la cause, elle est parfois gynécologique. Oui. Bah je sais pas, moi, il me dit si c'est ta répétition, c'est moi. Bon bah moi. Si c'est à cause d'une malformation urinaire, à cause d'un calcul, Certes. ok. Ok, question. Comment... Parce que par exemple, non, c'est important comme C'est sujet. important comme sujet. Par exemple, une des causes d'infection urinaire à répétition, c'est l'excès d'hygiène intime. Est-ce que tu crois que l'urologue, il s'intéresse à l'hygiène intime des femmes? Pas Non. du tout. Zéro. Les femmes qui se lavent trop souvent avec du savon, avec des produits pas possibles, ou pire, qui font des douches vaginales à l'intérieur du vagin et qui vont perturber leur flore vaginale, elles s'exposent à un risque important d'infection vaginale, mais aussi d'infection urinaire. Tu vois? Je vois. Question. Est-ce que boire du jus de cranberry suffit à guérir une cystite? Non. Ah bon? Vraiment? Tu m'as pris pour un urologue première année ou quoi?
Non. Non, mais pourtant, il y a quand même maintenant Ça- des pilules cranberry. Ça fait partie des petits trucs. Mytho. C'est comme... Non, c'est des petites habitudes Ah. qui sont pas mal chez les femmes qui ont des infections urinaires à répétition, parce qu'en fait, ça va limiter l'adhésivité, l'adhésion des bactéries à la paroi de la vessie. S'il y a une bactérie qui se balade dans la vessie, que tu t'hydrates bien, que tu prends un peu de cranberry, tu as 9 chances sur 10 pour que la bactérie elle se barre et que tu fasses pas vraiment d'infection urinaire. Le problème, c'est quand la bactérie va s'accrocher à ta vessie, se développer, se multiplier, et là, ça va commencer à donner des symptômes, et éventuellement de la fièvre, bref, tous les symptômes des infections urinaires. Les cranberries permettent de diminuer ce risque. Vraiment. Et est-ce que plus on boit ou on mange des cranberries, moins ça fait de l'effet? Bah non, mais c'est comme tout. Plus tu prends des antidouleurs, Non, je pense pas Limite, qu'il y ait plus t'as mal. il y a la résistance acquise au jus de cranberry, j'y crois pas trop. d'accord. Aux antibiotiques, oui, mais pas au jus de cranberry, tu peux y Donc, aller. le cranberry, ça fonctionne quand on a un petit machin, mais en vrai, il faut prendre des antibiotiques si jamais on a des répétitions. En vrai, le en bon prévention. réflexe. C'est de pas Une mettre des femme- trucs collants. Non, déjà, c'est pas prendre d'antibiotiques sans savoir, en automédication. Parce que très souvent, les femmes, quand elles ont des symptômes d'infection urinaire, le premier réflexe qu'elles ont, c'est tac, je prends un sachet d'antibiotiques minutes et ça va mieux. Qu'elles ont eu d'un autre médecin. Voilà, ou Ok. qui restent dans la pharmacie ou qu'une copine leur file. Le bon Ok. réflexe, quand c'est possible, j'ai des symptômes d'infection urinaire, je bois de l'eau, je m'hydrate. Ok. Précisons-le. Premier réflexe. Je prends du cranberry ou des versions un petit peu améliorées sans antibiotiques pour voir si les symptômes passent. Je vais dans un laboratoire faire pipi dans un petit pot Mm. pour avoir une analyse d'urine. Et après, Enfin, attends, excuse-moi, entre-temps, moi, ça me cisaille. Hein. ah bah si c'est à 3h du mat... Oui, qu'est-ce que je fais? Parce que le labo, le rendez-vous, le machin, la queue. Non, labo, il tout n'y a ça. plus besoin de rendez-vous. Non, mais la queue, le matin, 8h du mat, il y a déjà 15 personnes. Comment je fais en attendant? Pour me soulager, je peux pas. Il vaut mieux éviter de prendre l'antibiotique avant de faire le prélèvement. Parce que ça va fausser le résultat. D'accord. Tu ne sauras pas. Et tu risques de sélectionner des bactéries. Si tu le fais une fois par an, Mm, c'est pas grave. mm. Si tu le fais tous les mois, c'est embêtant. Ah bah, si tous les Donc, mois j'ai des cystites, oui. D'abord, idéalement, dans le monde idéal, d'abord l'examen d'urine. Je prends mon antibiotique, même avant d'avoir les résultats. J'ai fait mon prélèvement, il sera interprétable. Et après, éventuellement, j'adapte l'antibiotique. Et si j'ai des soucis, on pourra traiter comme il faut. Et si je fais des infections à répétition, consultez un gynéco ou un urologue. En gros, nous, pour Il la faut- femme, Mm. on fait tout ce que font les urologues. Et le reste. Sauf la transition. Voilà, tous les urologues font pas ça, c'est très Non, spécialisé C'est aussi. très hein. spécialisé. Mm. Mais c'est plutôt les urologues qui font ça. Bah, ça dépend. C'est pas forcément, il y a aussi des plasticiens qui font ça. Mais c'est vraiment une chirurgie très particulière. Que tu ne fais pas. Pour les transgenres hommes, Oui. la phalloplastie, non. Moi, j'ai déjà opéré plusieurs fois des transgenres hommes, dont j'aurais retiré l'utérus, par exemple. Ils avaient déjà été Oui. opérés de leur poitrine ailleurs. C'est des parcours qui sont difficiles. Et en fait, un de leurs problèmes, c'est qu'ils ne trouvent pas beaucoup de chirurgiens qui acceptent ou d'endroits pour se faire opérer dans des bonnes conditions. D'accord. Est-ce que je peux prendre des médicaments périmés? Si oui, à quel point périmés? Est-ce que je peux prendre des médicaments périmés? Non, on ne prend pas de médicaments périmés. Non, Prends parce que pas de le médicaments. yaourt périmé, je peux. Ouais, le problème du médicament périmé, c'est qu'il sera possiblement moins efficace. Mais pas Il ne sera plus, pas c'est tout. dangereux, Il mais sera pas dangereux. il sera pas dangereux, mais il sera possiblement moins efficace. Le principe actif risquera d'être moins concentré, il sera moins efficace. Tu prends un paracétamol qui est périmé depuis 3 ans, tu peux te dire qu'il sera moins efficace sur ta migraine. Mais c'est grave de l'avoir ingurgité quand Non, même. c'est pas grave. Là, tu me parles de 3 ans, mais si c'est 3 semaines, on dit périmé quand même. Ça peut faire. Périmé, c'est périmé. Périmé, c'est périmé. Ouais. Poubelle. Ouais. Est-ce Poubelle que... ou je ramène à la pharmacie. Ah bon? Mm. Et qu'est-ce qu'ils en font? Mais ils les détruisent. D'accord. Bah pourquoi on les jette pas plus, la poubelle Bah parce que si tu les jettes dans les poubelles classiques, après ça peut se retrouver dans l'eau ou dans l'environnement. D'accord. L'écologie en santé. Écologie en santé. Très bien. Et le stérilet. Ah Pourquoi voilà, un peu de gynécologie. Voilà, Enfin. remettons l'église au milieu du village. Ah. Donc le stérilet, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui le supportent et d'autres qui le supportent pas? Enfin, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, il y a des femmes qui supportent, d'autres qui supportent pas, mais le stérilet, il y en a qui Ouais. disent ah mais non, hyper dangereux, moi j'ai fait un rejet, limite un choc toxique, d'autres qui disent mais non, moi en 2 secondes, tac tac. Bon, alors, chef, Mais parce que c'est la alors réalité. docteur. Ça, c'est valable pour tous les moyens de contraception. Hein. On peut faire la même avec tous les moyens de contraception. Il y a des femmes qui sont très très bien avec une pilule. Et la copine qui prend la même pilule, ça va pas du tout. Elle a des migraines, elle a des boutons partout, elle a envie de se jeter par la fenêtre. Il n'y a pas un meilleur moyen de contraception Non. qu'un autre? Ça, c'est ma phrase. C'est une de mes phrases. Ça. La contraception parfaite n'existe pas. Sinon, je vous la donnerai, madame.
Alors, les mecs s'autocitent. Comment ça, elle n'existe pas? Elle n'existe Bah si, pas. elle la peut être parfaite pour moi. Non, De toute façon, c'est pas exactement. 100%. Oui, Elle peut être parfaite pour toi à un moment de ta vie. Et Oui. ça peut changer tout au long de ta vie. bien sûr. Et le stérilet, par exemple, déjà, il y a 2 sortes de stérilés. Ah, en cuivre et en... Voilà. Ce qui ne change pas, c'est qu'un stérilet, c'est un T majuscule qu'on met dans l'utérus et qui va t'assurer une contraception très efficace, pas 100%, très efficace, pendant 3, 5, 8 ou 10 ans. Ça dépend des stérilés. Sans jamais que je le sente. Ah. Normalement, c'est bien supporté. Il y a beaucoup, 90% des femmes qui ont leur stérilet et qui sont très heureuses avec ce moyen de contraception, que ce soit un stérilet au cuivre ou un stérilet hormonal. Et grosso modo, il y en a 10% qui ne le supportent pas. Et ben on le retire. Et ça, on peut pas avant? Et non. Après, on a des petits indices. Exemple, stérilet au cuivre. Ça veut dire quoi au cuivre hormonal? Tu peux refaire un petit cours? Bah, le stérilet au cuivre, il a 2 bras en plastique et un bras principal vertical avec un petit fil de cuivre enroulé autour. Parfois, Ok. il y en a qui ont un peu d'argent aussi. Mais Ouh. le principe, Plus t'es riche, plus t'as Ouais, une matière ouais, de ça, luxe. c'est dans le 16e, c'est là où on met du À la clinique privée, c'est truc sur les bébés. là. Et donc, il faut que j'aille voir ça. Je te donnais le numéro. J'ai envie de me remettre à l'obstétrique. hein. Ça donne envie. Et donc, le stérilet au cuivre, il n'y a pas d'hormones dedans. D'accord. Donc, son principe d'action, il va être dans l'utérus. Et grâce au cuivre qu'il y a à l'intérieur, ça va inactiver les spermatozoïdes. Le spermatozoïde arrive, il y a un stérilet au cuivre. Parce que le cuivre a une force genre Power répulsive. Rangers. quoi. Ok. Voilà, il est dead. Dead. Et si jamais il se faufile, le spermatozoïde, et qu'il féconde l'ovule, la présence du stérilet au cuivre va empêcher l'œuf de s'accrocher dans la cavité utérine. Sauf dans 1% des cas. Exactement. Ok, ça c'est stérilet au cuivre. Le stérilet au cuivre, il a tendance à augmenter l'abondance et la durée des règles. Relou. Parce qu'il crée une inflammation dans l'utérus. Donc quand tu me dis, est-ce qu'on peut pas savoir à l'avance si un moyen de contraception va aller ou pas? On peut un peu. La patiente qui vient me voir et qui a des règles qui durent 10 jours avec des caillots les 2-3 premiers jours, bon déjà c'est pas normal. Et si elle me demande un stérilet Des caillots. il y a des femmes qui saignent beaucoup. Ouais. Ah ouais, ok. Et qu'elle me demande un stérilet au cuivre, Non. je vais lui dire que c'est pas forcément une bonne idée. Mais elle pourrait quand même le supporter. Elle pourrait le supporter. D'accord. C'est peu probable. Après, supporter quelque chose en médecine et en contraception, c'est très propre à chacun ou à chacune en l'occurrence. Il y a des femmes qui saignent pendant 15 jours par mois et avec un stérilet au cuivre et qui, pour rien au monde, ne voudraient avoir une contraception hormonale parce qu'elles se sentent globalement mieux avec leur stérilet au cuivre. C'est ça quand on dit je suis pas supporté le stérilet? Pour moi, quand j'entends j'ai pas supporté le stérilet, j'entends ça m'a fait hyper mal. Alors là, tu parles de la pause. Non, après je l'ai et puis Il y a je plein supporte d'effets pas. indésirables possibles. C'est un corps étranger dans l'utérus. Donc il y a des Ouais. femmes qui ont mal au ventre parce que le stérilet va se contracter sur Ah oui, l'utérus. Il y voilà. a des femmes qui ont des règles hémorragiques à cause du cuivre qui est à l'intérieur. Il y a des femmes qui ont des boutons à cause du stérilet hormonal, Alors voilà, et donc stérilet hormonal maintenant. plastique, Ok. toujours T majuscule, mais que plastique. Il a un petit réservoir dans son bras principal qui libère une hormone de la progestérone, ça s'appelle le lévonorgestrel. Et cette hormone va avoir une action à l'intérieur de l'utérus, ça va empêcher l'endomètre, c'est la couche interne qui pousse tous les mois et qui donne les règles, ça va l'empêcher de pousser, ok, effet contraceptif. Ça va aussi avoir un effet sur la glaire cervicale, dont on a parlé tout à l'heure, en empêchant les spermatozoïdes de passer, parce que la glaire va devenir imperméable, elle va empêcher les spermatozoïdes de passer. Ça, c'est son mode d'action. Mais il a des hormones, Un peu comme la pilule. pas les mêmes, Non mais. mais une hormone. Oui. C'est quand même 1000 fois moins de passage dans le sang que la plus micro des micropilules. hein. D'accord. C'est vraiment une action très locale. Mais il y en a quand même un peu qui passe dans le sang. Qui dit hormone dit effet Effet secondaire. indésirable possible Mm. lié aux hormones. Il y a une femme sur 10 qui va pas être bien du tout. Une femme sur Boutons, 10. Ouais, C'est tout. boutons, troubles de l'humeur, spotting, c'est les petits saignements un peu merdiques qui traînent Tout au long du pendant mois, les semaines, donc, qui arrivent de manière imprévue, voilà. Et si c'est quelque chose qui, les premières semaines, ça peut arriver pendant la période d'adaptation, mais si ça dure et qu'elle est pas bien, on le retire. Mais donc ça, il n'y a aucun moyen d'avoir, donc je reviens sur ma question de en amont, faire des tests pour savoir Il n'y a pas. par rapport à tes antécédents, je sais pas quoi. Non, il n'y a pas. Nous, quand on discute avec une femme de son choix contraceptif, on lui apporte les informations, après elle choisit. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la contraception soit efficace, c'est quand même le but, qu'il n'y ait pas de grossesse non désirée. C'est de ne pas faire prendre de risques à la patiente. Exemple, les femmes qui fument un paquet par jour ou qui ont fait une phlébite
ou une embolie pulmonaire, on ne va pas leur filer une pilule œstroprogestative. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Un AVC? Ouais, AVC, phlébite, embolie pulmonaire. Tu vois ça, par exemple, là, tu le dis d'une façon cardiovasculaire. hyper... Ouais, bah ouais. Mais non, mais parce qu'on on vérifie avant. Donc, efficace, pas de risque, et si possible, bien toléré. Mais ça, on ne peut pas tout prévoir. Après, il y a aussi le coût qui entre en compte. Combien ça coûte? Il y a des contraceptions qui ne coûtent rien, qui sont prises en charge par la sécurité sociale, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas du tout prises en charge. Cuivre et hormonal, même prix? Ouais, ils sont pris en charge par la Sécu. Et les pilules de deuxième génération aussi, et plein de pilules. Donc le coût, et puis le mode de vie. On ne va pas proposer et discuter des mêmes moyens de contraception à une femme qui se lève tous les jours à 8 heures, qui a un travail de boulot très régulier, qui est chez elle à 18 heures, et qui se couche à peu près à la même heure tous les soirs, qui a une étudiante de 19-20 ans qui fait la bringue, qui a des horaires très irréguliers de coucher et de lever, ou à une hôtesse de l'air qui se tape des décalages horaires. Bah, les trois pourraient avoir le stérilet, là. Par exemple. Mais les trois, la pilule, c'est pas forcément une bonne idée. La pilule pour les hôtesses de l'air, ça galère avec son jet lag, l'étudiante va l'oublier, machin. D'accord. Donc voilà, donc c'est tous ces aspects-là qu'on doit prendre en compte pour guider le choix de la patiente. Et question, le stérilet hormonal et le stérilet cuivre ont été lancés en même temps sur le marché? En fait, ma question, c'est pourquoi on s'est dit un coup, oh, il y a le cuivre, en fait, non, il faut des hormones. Alors, le stérilet au cuivre, il a été lancé en 1900. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il y en a deux? Et l'hormonal est arrivé un peu après, en 62. Mais arrête de te moquer. Non, mais pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste fait le cuivre? Puisque finalement, c'est juste parce que ça fait des hémorragies. Enfin, c'est embêtant quand même. Oui, non, mais c'est pour ça. Et on s'est dit, bon, bah, du coup, on va. Non, alors pourquoi? Je pense que je ne suis pas dans la tête des labos et des ingénieurs qui bossent dans les labos de pharmacologie. Mais je pense qu'ils se sont dit, ce serait bien d'avoir des contraceptions longue durée, intra-utérines, une naturelle, sans hormones pour les femmes qui veulent garder leur cycle naturel sans impact hormonal extérieur, et puis une qui contiendrait des hormones et qui pourrait avoir d'autres avantages. Lesquels? Pas avoir de règles. Oui, voilà. Oui, enfin bon, mais peut-être, oui. Mais du coup, spotting, machin. Mais ça, c'est quand tu tolères pas. Ça, c'est quand ça marche pas. Voilà. Et le stérilet au cuivre, il y a aussi des femmes qui supportent pas. Hein. Et ils se sont pas dit, bah tiens, on va créer un troisième stérilet naturel où t'as pas tes règles. Et comment tu fais? Bah ça, je sais pas. Je suis pas dans la tête de ces chercheurs. Non, mais tu vois. C'est pas possible. Pour bloquer les règles, il n'y a pas 36 000 façons. Machin, c'est soit la ménopause, oui, soit la grossesse, soit l'hystérectomie, oui, soit les hormones. Parlons de ménopause. Ah ouais. Alors, t'aimes bien ce sujet. La ménopause, est-ce que c'est... tout le monde dit, oui, la ménopause, c'est à partir de 50 ans. Faux. Ça peut démarrer à partir de quel âge? Tu sais, c'est un peu tes vrais faux. Vrai. La ménopause, l'âge moyen, en France, c'est 52 ans. Ah, je pensais que c'était plus jeune, d'accord. Donc 52 ans, ça veut dire que l'âge médian, non pas en âge médian, ça veut dire que les femmes qui arrivent à 52 ans, il y en a la moitié qui vont être ménopausées à 52 ans. Mais c'est considéré comme normal entre 45 et 55. Il y a des femmes 45 il y a des femmes qui sont ménopausées à 45 ans, c'est pas considéré comme quelque chose de pathologique. Donc alors, attends, excuse-moi, ménopausée, ça veut dire que tu es ménopausée, oui d'accord, merci Pénélope, mais la préménopause intervient, tu vois, là, on est où la frontière là? C'est quoi la préménopause? Ménopause, c'est simple, c'est 1 an sans règles. Et au bout d'1 an sans règles, on dit ok, t'es ménopausée. Madame, vous avez votre diplôme, badge, ménopause, officiel. D'accord. Avant, oui, et c'est souvent ça qui est le plus pénible, c'est la préménopause ou la périménopause. C'est la même chose, ça veut dire la même chose? Pareil. Ok. Et ça peut durer des années. Des années. Il y a des femmes, à partir de 40 ans, ça commence à changer. C'est-à-dire, c'est quoi les effets? La périménopause, c'est une phase d'instabilité hormonale. Moi, j'appelle ça la phase on-off, pour expliquer à mes patientes. C'est-à-dire que tes ovaires commencent un peu à fonctionner de manière irrégulière. Comment tu t'en rends compte? Il y a des moments où ils vont fonctionner. Tu as des symptômes du cycle, tes règles, petit syndrome prémenstruel, mal au sein, mal à la tête, variation hormonale classique, les règles arrivent, ça va mieux. Et puis, de temps en temps, ils s'arrêtent de bosser, tes règles s'espacent un petit peu, donc les cycles peuvent devenir irréguliers. Et là, on peut avoir des premiers symptômes qui peuvent faire penser aux symptômes de la ménopause, mais ce n'est pas la ménopause. Bouffée de chaleur. On peut avoir les premières bouffées de chaleur à partir de 40 ans. Et puis après, les ovaires se remettent en route, les bouffées de chaleur passent, et à nouveau, les règles reviennent, on a un petit peu mal au sein, et le cycle redémarre. Et donc, en fait, ce qui est difficile pendant cette période de périménopause, c'est cette alternance. Ça dure combien de temps, cette période? 4, 5...
ans. 7, 8 ans, ouais. Peut-on tomber enceinte pendant cette période? Oui. D'accord. Alors, la fertilité, elle baisse à partir de 35 ans. OK? Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, pardon, excuse-moi, Quoi on parle de grossesse gériatrique à partir de 35 ans. Est-ce qu'on peut condamner ce terme? Plus personne dit ça. Ah bah, ma copine, clinique privée 16e, on lui a dit grossesse gériatrique. C'est un urologue qui m'a dit ça. Oh non mais tu te rends compte, grossesse gériatrique, mais c'est ça. Non, mais moi, j'ai jamais dit prison, ça. On de dit dire un plus truc ça. pareil. On dit pas ça. La gériatrie, c'est une spécialité qui s'attache aux maladies spécifiques de la personne âgée, de la vieillesse. Donc ça n'a Oui, rien à de voir. la personne âgée, elle a l'âge vieux pour faire. Donc- Non mais mon Dieu. Donc ça, c'est pas gentil. Non. C'est mal même. Oui. On parle pas de grossesse gériatrique. On parle En de revanche, grossesse un peu late. C'est grossesse, oui, ou grossesse un peu tardive, ou grossesse Tardive, comme tu veux. Tardive. Bon. Mais en tout cas, il faut quand même donner l'info aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont en bonne santé, de plus en plus tard, bossent, sont hyperactives, se voient pas vieillir, vieillissent moins vite, et ont une espérance de vie qui est plus longue que celle des hommes. En revanche, la fertilité, c'est vrai qu'elle commence à baisser à partir de 35 ans. C'est comme ça, on n'y peut rien, à cause du stock d'ovules qui baisse et à cause de la qualité des ovules qui sont fabriqués. T'as beau faire ce que tu veux, ça baisse. C'est comme ça. Même si tu Alors, fais tous les. Ah, Tu peux essayer de faire gaffe à ton stock d'ovules. comment? C'est toujours les mêmes trucs, hein. Hygiène de vie, activité fumes pas, tu physique, bois de l'eau, tu fumes tu pas, machin. tu picoles pas trop, voilà. Et Ça, vraiment, ça joue? Bien sûr, D'accord. bien sûr. Donc ça, on fait attention à sa santé et en faisant attention à sa santé, on préserve sa fertilité, c'est une réalité. Mais c'est un peu tard d'y prendre à 35 ans, quoi. Faut le faire plutôt avant, quoi. On fait ce qu'on veut, Oui. mais avec les bonnes infos. Et à partir de 35 ans, ça baisse un petit peu. Donc c'est vrai que les chances de grossesse diminuent petit à petit jusqu'à la ménopause, alors qu'en parallèle, le risque de grossesse arrêtée précoce, de fausse couche, augmente. C'est les deux facteurs. Donc moi, quand on me pose la question, quand une femme de 40 ans me dit bah, « j'ai envie de faire un enfant, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien ?» C'est ni mal ni Oui. bien. Moi, en tant que médecin, je vais pas vous dire « ne faites pas d'enfant ». C'est pas particulièrement dangereux pour vous. En revanche, le vrai risque, c'est que ça prenne un peu plus de temps, voire que ça marche pas. Ça, c'est la réalité. Donc ta question, périménopause, est-ce qu'on peut être enceinte? En théorie, oui. Les chances ou les risques de grossesse, ça dépend de quel côté on est, ils sont plutôt faibles, mais c'est possible. D'accord. En revanche, en ménopause, évidemment, on ne peut plus avoir d'enfants. Zéro. En ménopause, les ovaires fonctionnent plus. Il n'y a plus d'ovulation, Plus de règles. plus de règles. C'est quand même la bonne nouvelle, ça, mais bon. Faut trouver Ça, des faut points pas... positifs. Bien sûr qu'il y a des points positifs. Il y a des femmes qui sont bien plus heureuses ménopausées qu'avec leurs règles, hein. Donc, plus d'ovulation, plus d'hormones fabriquées par les ovaires, et ça peut être un problème, on va en parler. Et plus de règles, ça, en général, elles sont contentes quand même. Et donc, ménopause. Effet encore. Bouffée de chaleur, da. Ménopause et post-ménopause. Donc, la ménopause, un an sans règles, la ménopause est installée. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on la supporte? Et on va évaluer les facteurs de risque, notamment les facteurs de risque cardiovasculaires. On va voir un petit peu les antécédents familiaux et on va discuter avec la patiente pour voir si on lui prescrit ou pas un traitement hormonal de la ménopause. Quoi? Ah ouais, t'as plus rien, mais on t'en remet, quoi. Non mais, on te remet rien. Ah si, un traitement hormonal. Non mais, on en parle. Oui, non, Ça d'accord, veut mais pas dire qu'on potentiellement, tu peux, quoi. Les femmes qui en ont besoin et qui n'ont pas de risque particulier, ça leur fait du bien. D'accord. Tu dis pas, à force d'étudier la femme, mais quel corps extraordinaire, miraculeux, quoi. Alors, extraordinaire parfois, miraculeux aussi parfois, complexe tout le temps. Oui, c'est ça, mais C'est beaucoup plus complexe que nous. Moi, c'est plus j'avance, et ça, j'en avais pas tellement conscience au début. J'ai dans mes études de médecine, voilà comment on fait un accouchement, voilà comment on fait une césarienne, voilà comment on opère, recommandations, prescriptions, blablabla, diagnostic, traitement, médecin. Et ça, c'est plus mes années de pratique dans mon cabinet, à force de discuter avec les femmes, de les écouter et de répondre à leurs questions. Je me dis, mais par rapport à nous, Oui. de l'adolescence, voilà, ouais, de la puberté, jusqu'à la ménopause et après l'installation de la ménopause et la post-ménopause avec ses conséquences, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc à régler. Ça peut être super, hein, mais il y a souvent des trucs. Nous, les cycles hormonaux, la fertilité, les grossesses pour celles qui veulent faire des bébés, les maladies du sein, du col de l'utérus, du corps de l'utérus, des ovaires, le fibrome, l'endométriose, le SOPK. Tout ça, on n'a pas, nous. Alors que nous, toutes nos maladies, à part la prostate et les testicules, vous les avez.
Non, vous avez ce problème d'éjaculation qui est quand même le truc, quoi. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème. Hein. Et surtout quand on arrive à 50 ans. Toi, tu vois trop d'urologues quand même. Je vois trop d'hommes de 50 ans. Tu vois trop d'urologues. Faut arrêter l'affût, là. Non, mais c'est vrai que, en fait, vous, le main problème, c'est je bande, je ne bande pas. Non, ça se résume pas à ça quand même. On a un petit cœur. On a un Non, mais cœur. d'accord, mais quand je parle en termes de santé génitale, Ouais. c'est un peu ça le sujet. Ouais. C'est la fertilité. Et la fertilité. Ouais. Oui, non, mais en vrai, À 50 ans, la prostate un peu, quoi. à 50 ans, sérieusement, la prostate, oui. Très bien. Mais c'est plus limité, ouais. Ça se résume un peu à ça. C'est comme ça que tu le vois. Non, mais c'est un peu réducteur. Jusqu'à quel âge l'utérus grandit? Ah, intéressant comme question. Pas con, ça. Tu l'avais déjà posé ou pas? Alors, hors pathologie, Hein? hors maladie de l'utérus. Oui, oui. Ah, est-ce que mon utérus continue de grandir? Alors, l'utérus, je vais dire, il grandit comme tous les autres organes pendant l'adolescence jusqu'à avoir atteint sa croissance max. Donc, une adolescente grandit, elle arrête de grandir vers entre 15 et 17 ans selon les jeunes filles. Son utérus va arrêter de grandir. Mais D'accord. après, il se passe des trucs pendant la vie d'une femme qui peuvent faire grandir l'utérus. Oui, oui, non, mais Notamment les grossesses. Oui. Un utérus d'une femme qui a été enceinte 4 fois n'a pas la même tête n'a que... pas la même taille qu'un utérus d'une femme qui a jamais été enceinte alors qu'elles ont le même âge. Mais sinon, il grandit avec, Avec le le reste. reste. Ouais. D'accord. C'est bien Et- fait. Hein. C'est bien fait. Mm. Hein. Et il rétrécit avec l'âge? Il s'atrophie Si- un petit peu. Il s'atrophie? Il s'atrophie un petit peu. Globalement, dans le corps humain, un organe qui sert plus, il a tendance à s'atrophier. Donc moi, c'est pareil chez l'homme aussi, hein, mais en ce qui concerne la femme que je connais un peu La mieux... bite rétrécit? La bite. C'est une question. La bite rétrécit? Mais pourquoi tu ris? En fonction de la température. Mais Non, mais si vous n'en servez plus, la bite rétrécit? Ah ouais, elle disparaît même parfois. Arrête! Non, mais si vous n'en servez plus, elle rétrécit? Elle tombe. Mais t'es gênée, pourquoi tu réponds pas? J'aimerais savoir, est-ce que le sexe masculin rétrécit si on Ça s'en se sert pas flétrit pour- un peu, ça se flétrit, ça se rétracte. ça se rabougrit un peu, là. Ouais, ça se rétracte un petit peu. Ça perd de sa Et superbe. chez la femme, l'utérus il va avoir tendance à se rétrécir aussi un petit peu parce qu'il est plus sous l'influence des hormones, donc il évolue plus. Les femmes qui ont des fibromes, par exemple, ils diminuent un petit peu de taille après la ménopause. Ils disparaissent pas, mais ils diminuent un petit peu de taille. Et les ovaires, quand on fait une échographie d'une femme ménopausée depuis plusieurs années, on a parfois du mal à les trouver parce qu'ils Ils sont minus. ils sont minus. D'accord. Ce qui n'est pas très grave. Pas du tout. Est-ce que tu penses que toutes les femmes devraient congeler leurs ovocytes, virgule? Est-ce que tu penses que la congélation des ovocytes devrait être obligatoire à 18 ans? Obligatoire, certainement pas. Pourquoi? D'accord. Est-ce que tu penses que la congélation des ovocytes devrait être chaudement recommandée à 18 ans? Non, certainement pas, non plus. Pourquoi? Chaudement recommandé, non. En revanche, je pense qu'on n'en parle pas assez à nos patientes. Elles le voient à travers les médias quand il y a des campagnes sur les lois qui changent. Par exemple, les dernières lois qui ont ouvert la possibilité de congeler leurs ovules aux femmes qui n'ont pas de maladie gynécologique particulière, qui n'ont pas de problème, juste pour des raisons sociétales ou personnelles. On donc oublie ça- juste de préciser l'âge dans ces cas-là. Dans ces cas-là, en fait, l'information est donnée, mais on oublie de préciser que c'est jusqu'à tel âge. Mais- 37. Oui, voilà. Donc, non, mais c'est pour ça, après, nous, il faut qu'on prenne le relais dans nos cabinets. Et je pense que ça, on le fait pas assez. Moi, ça m'arrive de le faire régulièrement, d'en parler aux patientes, même quand elles m'en parlent pas, mais je pense que je le fais pas assez. Et à mon avis, on est nombreux à pas le faire assez. Le problème, c'est l'accès. C'est bien beau Oui. de dire à toutes les femmes, Allez-y. vous pouvez vous congeler vos ovocytes. Il n'y a aucun problème, même si vous n'avez pas de maladie comme de l'endométriose ou si vous n'avez pas eu de chimiothérapie pour un cancer du sein. C'est ouvert à tout le monde, allez-y, foncez. Sauf que derrière, dans les centres de procréation médicalement assistée, autorisés à faire la préservation ovocytaire, parce que par exemple, c'est pas autorisé dans le privé aujourd'hui en Mhm. France, il y a des délais d'attente de folie. Non, tout le monde va en Espagne. Alors moi, Pas tellement pour la préservation sociétale ovocytaire. Moi, j'ai pas tellement l'impression. Moi, mes patientes qui vont en Espagne, c'est plus parce qu'elles ont un projet de fécondation in vitro et qu'elles ont dépassé l'âge pour lequel c'est autorisé en France, donc elles partent. Après 43 ans, on ne peut plus faire de prélèvement ovocytaire dans le cadre d'un parcours de FIV. En revanche, s'il y a eu des ovules, bon, c'est un peu technique, hein, qui ont été congelés avant 43 ans, on peut les utiliser jusqu'à 45. Mais
les femmes qui partent en Espagne ou en République tchèque ou au Danemark, il y a pas mal d'adresses là-bas pour faire des bébés un peu plus tard. Oui, ça existe. Ouais. Et donc jusqu'à 35 ans, tes ovules, là, ils sont en pleine forme. C'est à 35 pile poil que ça descend ou c'est... Ça commence un peu à 30 ans. Ah ouais, Le top dès du 30 top, ans. top du top, c'est 25-30. Ouais. Donc s'il faut les faire congeler, il faut les faire congeler à 25, quoi. Idéalement, c'est à partir de là, c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à en parler. Ouais. Très bien. Idéalement, oui. Enfin, avant 35 en tout cas. À quel point tomber enceinte, et je donne des questions qu'on m'a données, hein. À quel point tomber enceinte est psychologique? À quel point tomber enceinte est psychologique? Moi, je suis un médecin, tu sais, je suis très cartésien. Hein. Le psychologique... Oui, mais toutes ces histoires de... Bon, bah, j'y arrive pas, FIV, au moment où j'y vais, je tombe enceinte. Ah, ça, c'est vrai. Moi, il y a un truc qui m'énerve chez certains de mes confrères ou consoeurs. Je vais me faire des amis, là. Oui. Notamment ceux qui bossent spécialisés en procréation médicalement assistée. C'est que parfois, ils sont un petit peu trop cash. Genre à dire à des patientes, vous, laissez tomber, vu votre dosage d'AMH, ou vu votre nombre de follicules à l'échographie, laissez tomber, ça marchera jamais. Et pouf, voilà. 6 mois après, ou après 3 tentatives de FIV, il y a une grossesse naturelle. Ou à l'inverse, des gens qui sont trop rassurants en consultation et qui vont dire aux femmes « Oh, mais vous, c'est nickel, vous avez des ovaires magnifiques, un utérus trop mignon, vous, le jour où vous allez vouloir faire un bébé, en claquant des doigts, ça va marcher. » Et c'est pas vrai non plus, parce que la fertilité, c'est tout un équilibre hyper complexe. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la femme qui entre en jeu. Il y a des grandes causes masculines d'infertilité. Donc, il faut vraiment que tout soit aligné pour que ça fonctionne. La qualité du sperme, les rapports fréquents et qui vont jusqu'au bout, la qualité de l'ovulation, la glaire cervicale, on en a parlé tout à l'heure, un utérus accueillant, des trompes qui fonctionnent bien et qui sont bien perméables. Bref, il y a 1000 trucs pour qu'il faut que ça fonctionne. Tu rajoutes à ça le côté psychologique qui joue probablement dans la régularité du cycle et dans la qualité de l'ovulation. Donc, il faut que tout ça soit aligné pour que ça fonctionne. Donc, c'est impossible de dire à une femme ou à un couple, vous, quand vous voudrez faire un bébé, ça marchera, ou à l'inverse, ça marchera jamais. Tu as dit tout à l'heure un utérus trop mignon. Tu trouves qu'un utérus, c'est trop mignon? Je dis jamais ça à mes patientes, parce que... Non, mais je sais que c'est des trucs que parfois les femmes entendent. Et ben, oh, le col de l'utérus, comme il est beau, votre col de l'utérus, il est tout rose. Je trouve ça un peu bizarre. Oui. Ça n'existe pas des peluches en utérus. Vous avez un vagin magnifique. Moi, je fais attention de ne pas utiliser ces termes. Ça sert à quelque chose de garder les jambes en l'air après un rapport? Ça peut être marrant. Au-delà du côté marrant, tu veux dire? Oui. En termes d'efficacité. De fertilité, non, pas du tout. Non. Il n'y a pas de... Tout ça, c'est un peu des légendes urbaines, les régimes. Les régimes? Et les régimes pour choisir le sexe, le fait de mettre les pattes en l'air pour garder le sperme qui descendent par la gravité bien au fond. Tout ça, c'est... On voit ça dans les films. Hein. Ouais. C'est faux. D'accord. Combien de femmes font des fellations avec un préservatif? Au secours. Combien de femmes font des... J'en sais rien, moi. En revanche... J'ai pas de pourcentage à te donner. En revanche, les gens, et notamment les jeunes, mais pas que les jeunes, mais ont une fâcheuse tendance à penser que IST égale pénétration. Très juste. Alors que faux. Pas du tout. Alors que, caresse, cunilingus, fellation, anulingus, tout ça, il peut y avoir des contaminations par des infections sexuellement transmissibles. Donc, fellation avec préservatif. Eh oui. Eh oui. Eh oui, messieurs, dames. Il y a les digues dentaires aussi. Les quoi? Des digues dentaires, tu regarderas. Les digues dentaires, d'accord. Est-ce que tu as des sujets tabous, docteur mon gynéco? Non. Rien du tout. Mais même hors gynéco? Ou en fait, le fait d'avoir fait cette spécialité fait que ça tout maintenant. Tu sais, on parlait des enfants tout à l'heure. À la maison, on n'a que des ados de 12 à 21 ans. Donc 4 garçons et une fille. Donc... ça parle de tout dans tous les sens. Ça parle de tout dans tous les sens. Donc que ce soit à la maison, pendant mes études, au travail aujourd'hui, d'accord. Il n'y a pas trop de... Il y a zéro tabou. Non, je peux parler de tout. Olivier, mon gynéco, tu préfères que cet épisode, on imagine que tu as été génial. Ouais. Là pendant l'interview, ouais. Donc, on imagine que tu as été génial. Imaginons
Est-ce que tu préfères que cet épisode ne sorte pas, alors que t'as été génial? Ou alors, t'as été trop mauvais, mais genre trop nul, t'as dit des énormités et tout, et il sort? Génial et qu'ils sortent pas. Ah, t'as pas envie qu'on t'entende dire des bourdes. Je fais super gaffe à ça. Merci Olivier. Je t'en prie. Fatiguée. Putain, moi aussi. Waouh. Merci. Cool, ça dure 1 heure là? Plus. 1h15. La vache. Même plus. 1h25, je pense. Ouais, je me suis bien marré.